Suppression de la première tranche d'impôt, réforme de la politique familiale, il y a beaucoup de sujets de mécontentement à droite, mais aussi à gauche. Et c'est avec le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qu'on va en parler, M. Bruno Le Roux, qui est par ailleurs député de Seine-Saint-Denis. Bruno Le Roux, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ces locaux. Mais alors, il y a une histoire qui est incroyable. Hier, débarque à l'Assemblée nationale en commission de développement durable, M. Thomas Thévenoud. Branle-bas le combat. Qu'est-ce que vous allez faire avec Thomas Thévenoud ? Ça heurte beaucoup l'opinion. Hein. Mais que voulez-vous faire ? Il n'est plus au groupe socialiste. Il est à la commission du développement durable. Mais il faut faire quelque chose. Il est à la commission du développement durable comme député non inscrit. Ouais. Si vous voulez prendre la tête d'une manifestation citoyenne... Ah, pas moi. Mais bien entendu. Moi. Mais votre responsabilité est la même que la mienne aujourd'hui sur cette affaire. Oui, mais alors... Personne ne peut, au moment où nous parlons, empêcher M. Thévenoud de rester député. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'il n'est plus en situation d'assumer et d'assurer son mandat, et donc il faut qu'il le rende. Mais c'est sa décision. Et au moment où je vous parle, combien de procédures sont engagées contre M. Thévenoud ? Combien ? Aucune ? Aucune. D'accord. Mais il y a quand même M. Falorni ce matin sur Europe 1 qui a réclamé de prendre des mesures pour rendre inéligibles ceux qui se mettent en contravention d'une espèce de code moral. Ah mais l'inéligibilité, il faut qu'elle soit prononcée sur des faits. Moi j'ai toujours dit, il y a des faits quand même. Mais moi j'ai toujours dit qu'avec le président de la République, quand il avait parlé de la façon dont il devait y avoir une morale et absolument aucune complaisance pour les comportements qui sont les comportements qui sont punis dans la sphère publique, j'étais partisan que les condamnations puissent donner lieu à une peine d'éligibilité. D'inéligibilité. Oui, enfin d'inéligibilité totalement. À vie ? Mais moi je suis pour que quand on est condamné, on ne puisse plus prétendre à un mandat public. Ah oui, quelle que soit la condamnation. Oui, des condamnations en tout cas, des condamnations judiciaires qui sont assez graves pour que... Mais là, dans le cas présent, ça ne marcherait pas. Bah ouais. Il n'y a pas de condamnation. Il y a un désaccord, et il est, pour beaucoup des Français, totalement incompréhensible, que l'on ne paye pas ses impôts. M. Cahuzac pourrait revenir à l'Assemblée, alors. Et M. Cahuzac, il a des procédures judiciaires sur lesquelles il doit répondre, je crois. Mais M. Thévenoud n'en a pas. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre X dans l'affaire Thévenoud ? Mais le groupe socialiste a fait ce qu'il devait faire, il est sorti. Si la plainte est contre X, c'est l'État qui devrait la porter. Mais c'est aux impôts de voir ce qu'ils ont à faire. Les impôts, ils recouvrent aujourd'hui, je l'espère en tout cas, les sommes qui leur sont dues, avec des pénalités. Donc, il faut le savoir de quoi on parle. Moi, je souhaite qu'on soit précis dans ces moments-là. Quand on veut aujourd'hui... Au fond de vous-même, vous êtes choqué ? Mais je vous l'ai dit, j'ai dit à M. Thévenoud qu'il n'était plus en situation ni d'assumer, ni d'assurer son mandat. Donc bien entendu que je suis choqué par ce qui s'est passé. Le Front de gauche est très choqué. Il demande la révocabilité. Il dit qu'il faut convoquer, je ne sais pas, prendre des dispositions pour la révocabilité. Nous sommes dans un état de droit et je pense qu'à côté des règles de droit, il devrait y avoir des règles qui s'appliquent en matière de morale. Et c'est pour ça que je pense que M. Thévenoud devrait démissionner. Une fois que j'ai dit ça, ni vous, ni moi ne pouvons l'y forcer. Bon, alors vous êtes un président de groupe qui a la vie compliquée quand même. Hein. D'abord parce que vous êtes petit camarade du parti des radicaux de gauche qui menace de quitter la majorité présidentielle. Monsieur Baillet, qui était à votre place avant-hier, est très remonté. Il voit Monsieur Hollande demain. Les frondeurs et les socialistes ne sont pas du tout d'accord avec la politique familiale. Comment vous allez faire pour essayer d'unir tout ça ? Mais je vais faire exactement comme je fais sur chacun des dossiers. Je vais discuter, je vais avancer, je vais donner la position du groupe. Vous avez discuté avec M. Schwarzenberg, qui n'est pas sur la même ligne que Baillet ? Je discute tous les jours avec M. Schwarzenberg. Et c'est bien pour ça que je ne veux pas évacuer trop rapidement cette question qui est importante. Mais il y aura un accord avec nos partenaires traditionnels que sont le Parti radical de gauche, bien entendu. Un nouveau pacte de majorité. Mais bien entendu, il y aura un nouveau pacte et nous sommes en train d'en définir les contours et nous nous rassemblerons sur le vote du budget, sur le vote. Mais ils sortent d'une séquence électorale où il y a eu des meurtrissures pas bonnes pour nous. Pas bonne pour la gauche, pour eux non plus. Pas bonne pour les radicaux. Eh bien aujourd'hui, il faut panser les plaies, et la meilleure façon de panser les plaies, c'est de penser à l'avenir, c'est de discuter de ce que nous allons faire ensemble, c'est ce que nous faisons. Et puisque vous pensez à l'avenir, vous n'avez pas peur, votre majorité, on a l'impression qu'elle se réduit comme peau de chagrin. Je ne voudrais pas que nous passions trop de temps à discuter de sujets qui n'en sont pas.
Je vous ai dit qu'il y aura une majorité, je l'ai dit déjà il y a plusieurs mois. Il y aura une majorité sur chacun des textes. Oui, il y a aujourd'hui une partie de la gauche qui est en désaccord. Oui, il y a aujourd'hui une partie du groupe socialiste, qu'on appelle les frondeurs, qui, sur un amendement ou sur un vote, peuvent manquer. Cela n'empêchera pas la majorité d'être majoritaire sur chacun des textes. Et donc, sur le projet de loi de finances que nous discutons aujourd'hui, eh bien, l'allègement d'impôts pour 9 millions de Français, il vient d'être voté. Il y a quelques minutes, dans l'hémicycle. Enfin, bon. Il n'était pas d'accord, mais les Français, eux, en sont d'accord. Ceux qui pensent qu'il y a eu trop de pression fiscale ces dernières années, alors, cela a été voté. Sur la famille. Sur quoi vous allez vous entendre, pour finir? Qu'est-ce qui va se faire? Un principe de modulation. C'est-à-dire qu'on module en fonction des revenus, sur les allocations familiales. Je continue à dire, pour être précis, le gouvernement nous demande 700 millions d'économies, d'euros d'économies. Il y a deux possibilités. Soit on fait ces 700 millions d'économies sur toutes les familles, sur le principe de, non pas de l'universalité, mais de l'uniformité qui est posée aujourd'hui des allocations. Et je pense que c'est injuste. Je pense qu'il est injuste de demander le même effort à une famille qui a 1 000 euros qu'à une famille qui a 10 000 euros aujourd'hui. Vous rompez avec le principe d'universalité? Non, pas du tout. Je romps avec le principe d'uniformité. Et je souhaite que ce principe d'universalité soit gardé, que toutes les familles de notre pays puissent avoir accès et puissent bénéficier de la politique familiale, mais qu'elle soit en fonction aussi que les prestations puissent être établies en fonction des revenus. Il y a un autre sujet, M. Leroux, qui fait beaucoup grogner, notamment à gauche, c'est la prime à la naissance. La prime à la naissance, vous allez la rogner? Comment vous allez faire? Non, je pense justement que cette question de la prime, je pense que cette question de la prime à la naissance doit être aussi vue en fonction des revenus des familles, et il n'est pas question de la baisser uniformément. Mais quand on parle de modulation, dans mon esprit, dans le travail que nous faisons aujourd'hui avec le gouvernement, c'est pour apporter plus de justice. Et c'est notamment pour protéger les plus modestes et les classes moyennes, dont je ne souhaite pas aujourd'hui qu'elles soient mises à contribution ni par une diminution des prestations qui leur sont versées, ni par une amputation des majorations qu'elles doivent avoir, soit à la naissance d'un enfant supplémentaire, soit quand l'enfant a atteint 14 ans. Quand est-ce que M. Valls et Mme Maubry vont remettre leur contribution aux États généraux du PS? Je ne sais pas, ils n'ont plus que quelques jours. C'est quand la date limite? C'est, je pense, à la fin du mois de novembre. Ça a été décalé. D'octobre. Ça a été décalé de quelques jours, puisque nous devons terminer. Vous l'avez rendu la vôtre? Moi, j'ai rendu la mienne la semaine dernière. Et qu'est-ce que vous avez dit dedans? J'ai dit qu'il fallait que nous ayons une grille de lecture de notre action qui prenne en compte la réalité du pays dans son restauration de souveraineté. Et qu'une partie de la politique que nous menons, c'est la restauration de la souveraineté de la France. Vous visez l'Allemagne, là, contre l'Allemagne. Non, mais quand nous baissons la dette aujourd'hui, quand nous baissons les déficits, quand nous faisons la compétitivité, ça peut être lu au travers de la souveraineté restaurée de notre pays. Et de l'autre côté, la transformation sociale. Moi, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, la chronique, ça soit la chronique de trahison ou de renoncement. J'assume ce que nous faisons depuis 2 ans. De renoncement par rapport au discours du Bourget, par exemple. Par rapport au secret la gauche, par rapport au discours du Bourget. Et je ne veux pas être le comptable des engagements du président de la République, mais je veux retracer chacun des points de notre action dans cette grille de lecture. Transformation et progrès social, restauration de la souveraineté du pays. C'est le texte que l'on peut trouver sur le site du Parti Socialiste et des États généraux. Vous m'apportez sur un plateau la deuxième question. Vous êtes à 300% derrière Emmanuel Macron? Vous adhérez à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait? Ah oui. 300%, j'avais du mal. Oui. Emmanuel Macron, aujourd'hui... Pourtant, Macron, c'est pas tout à fait le Bourget, hein. Macron, quand on est sur la restauration de la justice, quand on est sur la capacité à libérer des énergies, la capacité à simplifier, la capacité à moderniser notre pays, je pense que ce n'est pas la rente qu'on favorise en faisant cela. Je pense que ce n'est pas les rentiers, je pense que ce n'est pas les monopoles que l'on favorise en faisant ça. Et donc, ça va peut-être vous sembler bizarre, ça demanderait plus d'explications, mais je pense que ce que fait Emmanuel Macron s'inspire totalement de l'esprit du Bourget. D'accord. Alors, Madame la Présidente, Madame le Président... L'Académie française vous a rappelé à l'ordre ce matin. Madame la Présidente, il y a des usages. Ils disent que ce n'est pas au gouvernement ni aux politiques de décider. Eh bien écoutez, nous, il y a dans le règlement de l'Assemblée quelque chose qui vise à bannir les arriérés. Et tous ceux qui, par provocation dans l'hémicycle, en s'adressant à une femme, et on sait la difficulté d'avoir des responsabilités quelquefois, même dans le domaine politique, dans le domaine journalistique aussi, pour les femmes, on sait la difficulté d'avoir des responsabilités de présidence, de responsabilités exécutives, pour respecter, notamment quand une présidente souhaite. S'il y a une présidente qui dit « moi je ne souhaite pas que l'on féminise mon titre », on n'est pas obligé de le faire. Mais quand il y a une présidente qui dit « c'est les usages et notamment je souhaite que cela soit ça », je pense que c'est de la provocation que de faire le contraire. Les académiciens sont des vieux barbons?
Les académiciens n'évoluent pas toujours avec le temps, et je pense que la féminisation est quelque chose qui doit s'imposer à beaucoup de nos termes. C'était le Talk Orange Le Figaro de Bruno Le Roux qui nous a dit beaucoup de choses ce matin. D'abord que, eh bien, il avait rendu sa contribution lui au Parti socialiste et qu'il y avait 2 thèmes qui lui étaient chers. C'est celui du retour du gouvernement à ses fondamentaux et puis la souveraineté nationale qui doit être respectée dans le cadre notamment du budget. C'est ce que vous avez dit ce matin. Je vous invite à aller à notre micro. Merci, merci Bruno Le Roux, à bientôt. Au revoir.